Alors, bienvenue Mario Beauregard. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur cette chaîne. J'aimerais faire une petite présentation pour les personnes peut-être qui ne vous connaissent pas. Oui. Mhm. Donc, vous êtes neuroscientifique d'une part, auteur et conférencier. Mhm. Vous vous êtes spécialisé dans l'étude des expériences mystiques, de la neuroplasticité, des états de conscience modifiés. Et vos travaux nous invitent à repenser notre relation justement avec notre cerveau, à la spiritualité également, pour nous ouvrir à d'autres perspectives fascinantes d'ailleurs, que sont notre nature hein, de l'esprit humain. Oui. Donc merci Mario de faire partie de cette interview. Et merci à vous de me recevoir. Donc, ce que j'aimerais vraiment de plonger dans une première partie, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce genre de recherche? J'aimerais revenir un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à explorer la conscience sous cet angle-là, qui dépasse en fait le matérialisme dont on a l'habitude hein, de faire face, enfin le matérialisme scientifique. Et est-ce qu'il y a eu un moment clé aussi dans votre parcours professionnel ou une expérience particulière qui a orienté cette trajectoire, je dirais? Oui. Ben, quelques expériences. La première, c'était, j'étais enfant, vers l'âge de, j'avais 8 ans. Et puis mes parents, donc moi je viens du Québec, là, au Canada. Mes parents, c'était ce qu'on appelle des cultivateurs, là, des gens de la terre là-bas. Et puis, donc, ils élevaient des animaux pour la boucherie, là, pour les manger, ce que je trouve terrible, là, moi, avec le recul, mais bon. Puis, on avait un bois, un petit bois derrière les champs où il y avait les vaches et tout ça. Puis, j'aimais aller me promener dans la petite forêt. Puis, on était à l'été 1970, donc c'était la période estivale, les vacances d'été. Puis, j'ai eu comme l'intuition d'aller là, cette journée-là. Puis, je suis parti faire une balade, là, puis ça a duré pendant quelques heures. Puis, c'était au mois de juillet, il faisait très chaud, beau. Puis, ben, j'avais 8 ans. Donc, à un moment donné, au bout de quelques heures de marche, là, j'étais fatigué. Puis, j'ai aperçu il y avait il y avait plusieurs roches, là, mais c'était comme une espèce de menhir, mais à l'horizontale. Une grosse roche, là, grise. Et puis, je suis monté là-dessus pour me reposer un peu. Puis, puis là, ben, je regardais l'environnement. Il y avait du bois, mais on pouvait quand même voir au loin les vaches, puis les prés. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression que tout s'est mis à vibrer. Les arbres, puis l'herbe dans les prés, les vaches, même l'immense pierre, là. Et moi-même, mon corps, puis là, j'ai comme réalisé, mais de manière, c'est pas de manière intellectuelle, mais c'était comme Intuitive. Hmm, oui, que finalement, tout ça, ça faisait un. C'était un hmm. tout. Puis que, y compris moi, puis ça, c'était ma première expérience mystique. Puis dans les jours qui ont suivi, puis les semaines aussi, il est devenu, j'ai eu comme un espèce aujourd'hui, on dirait un téléchargement d'informations en lien avec ma, ma vocation à venir. Et là, j'ai Mhm. vu que je deviendrais, à l'époque, on disait ça, là, un savant. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça beaucoup, mais alors j'ai vu que je deviendrais un savant, que je travaillerais dans le domaine du cerveau, mais pas pour le cerveau pour le cerveau, mais pour comme démontrer qu'au fond, l'essence de l'être humain, ce n'est pas le cerveau qui a produit. Et puis j'ai vu que je participais à un mouvement, puis que je collaborais avec d'autres scientifiques et tout ça. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, mais
des décennies plus tard, il y a 11 ans, j'ai pris la direction d'un projet de recherche où on a écrit ce qu'on a appelé un manifeste pour une science post-matérialiste, où là, on montre pourquoi il faut aller au-delà de l'ancienne vision mécaniste réductionniste, pour qui, au fond, l'esprit, c'était ce que le cerveau faisait, le- le- l'activité électrique, l'activité chimique, mais c'était une vision très mécaniste, réductionniste et tout ça. Puis dans le manifeste pour une science post-matérialiste, ben, on montre pourquoi ça ne tient pas la route, puis il faut aller au-delà de tout ça, puis etc. Donc, la vision d'enfance était juste. Euh, Maintenant, on peut se dire, ben, est-ce que j'ai essayé de finalement de la concrétiser parce que j'ai été influencé, ou c'était vraiment comme elle faisait partie d'un plan de vie qui a été perçu? Oui. Possiblement. Mais en tout cas, ça, c'était la première expérience qui. Puis, une douzaine d'années plus tard, j'ai été très malade parce que quand à l'école élémentaire, en France, je ne sais pas si on dit élémentaire ou primaire, là. Oui, oui, c'est ça, primaire aussi, oui, Primaire oui. aussi, oui. On m'avait fait sauter quelques années parce qu'on trouvait que je perdais mon temps, puis je voulais pas arriver trop jeune à l'université. Donc, je suis allé travailler en Israël pendant une année c'était un hospice pour enfants handicapés. C'était des orphelins. On avait c'était des Israéliens, mais aussi des Palestiniens. Euh, la situation était différente là, de ce qu'on a actuellement. Puis, au bout de quelques jours, ben, je suis tombé assez sévèrement malade à cause de l'eau. J'avais pas été trop prudent, et puis j'ai été soigné par une infirmière, une Suissesse avec du charbon végétal activé, tout ça. Ça m'a aidé. Au bout d'une semaine, là, j'ai récupéré un peu. Sauf que j'ai contracté des infections virales Mhm. de façon latente et c'est ressorti l'année suivante. Puis, dès la deuxième session, après le début de l'université, euh, je suis tombé gravement malade, puis j'ai été obligé d'abandonner mes études. J'ai été obligé de retourner chez mes parents à la campagne, puis j'ai passé une année dans un lit comme un cancéreux en phase terminale ou un sidatique. Puis les médecins ne comprenaient pas au début. Ça a pris des années avant qu'un médecin, un spécialiste puisse faire le lien puis découvrir qu'effectivement, c'était des infections virales qui avaient été contractées en Israël, puis qui avaient attaqué tout l'organisme finalement. Il y avait des inflammations partout. Mon cerveau était inflammé. Je pouvais plus manger. C'était terrible, là. C'est comme si ma vie était terminée à 19 ans. Incroyable. Puis, pendant cette période-là, j'ai eu une expérience de mort imminente. Et là, je comprenais pas pourquoi j'avais eu ma vision d'enfance à l'âge de 8. Ça allait pas dans le même sens parce que là, j'avais des récriminations contre le monde spirituel, dans le sens où je me disais, ben, ouais, vous me montrez c'est mon plan de vie. Puis d'un autre côté, ben, là, ben, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force. Je suis plus capable de remplir mon contrat, ma mission. Je Mhm. comprends pas. Puis j'avais des pensées suicidaires. Là, j'avais commencé à avoir des. C'était c'était pas. C'était pénible. Et une nuit, mes parents, c'était des gens, des catholiques. C'était pas des mystiques, c'était des gens religieux. Les gens de la terre à l'époque, de la campagne, ils étaient comme ça. C'était tous des gens religieux à l'époque, au Québec, à cette époque-là. Puis, donc, tout ce qu'ils pouvaient me dire, c'est ben, demande de l'aide, prie. Hein, Oui. parce qu'eux, ils étaient impuissants. Les médecins étaient impuissants. Puis une nuit, ben, on me sortit de mon. J'ai eu l'impression qu'on me sortait de mon corps. Je parle, je suis pas un spécialiste des chakras, là, des centres énergétiques, mais c'était au niveau du cœur, de la région du cœur. Brusquement, c'était comme une réponse finalement à mes prières. Aidez-moi, faites quelque chose. Puis je me suis retrouvé à l'extérieur de mon corps physique.
Et là, il y avait comme un être de lumière qui a agi comme un guide pendant toute la durée de l'expérience. Ça me semblait durer une éternité. Puis, ça a commencé par me montrer dans quel genre de monde je risquais d'aboutir si je commençais à mettre à exécution mon plan de prendre ma vie moi-même. Puis ça m'a fait peur, ce qu'on m'a montré, parce que c'était très sombre, c'était gris, c'était pas parce que on punissait les gens de se suicider parce qu'ils n'en pouvaient plus, psychologiquement ou physiquement, c'est parce que c'était le genre de plan d'existence dans lequel on aboutit dans un état mental particulier où tout est gris, tout est sombre, on rumine des pensées négatives, on n'est pas bien. Et donc, dans cet état-là, on ne pouvait pas aller vers des plans plus lumineux, si on veut. Mmh, mmh. C'était pas une punition, c'était temporaire, mais il fallait que les gens qui décidaient de faire ça qu'ils fassent un cheminement pendant un bout de temps, qui réfléchissent, qui demandent de l'aide, etc. Donc, on me montrait ça. Puis là, on m'a dit, est-ce que c'est ça que tu veux? Ben là, j'ai dit non, évidemment pas, mais puis là, on m'a rappelé que j'avais signé pour ce genre d'expérience-là, mais que Mmh. j'avais oublié tout ça. Comme on, Parce qu'il y avait comme une espèce de voile d'ignorance qui faisait partie des règles de la vie, Oui, des règles du jeu. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il faudrait changer le système. Donc, j'ai vu ça, on me montrait ça, on me rappelait ça, et là, j'ai fini par prendre conscience de ça, puis de réaliser, oui, c'était vrai. Puis, on me dit aussi que, là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide, par exemple, pour être capable d'accomplir. Puis, on me dit, au fond, ça peut paraître, d'un point de vue purement biologique, ça peut sembler être une maladie, mais dans les faits, d'un point de vue d'évolution de la conscience, c'est un processus, c'est une expérience de transmutation. C'est ça qu'on m'avait dit. oui, C'est comme ça qu'on m'a présenté ça. tout à fait, oui, oui. Puis on m'a dit, on va te donner de l'aide, tu vas nous sentir présent, et puis tu vas pouvoir passer à travers tout ça. Mais heureusement qu'on ne m'a pas dit combien de temps ça prendrait avant que je passe à travers tout ça, parce que honnêtement, là, en réalité, du début à la fin de tout ce cycle-là, ça a pris 12 ans. C'est pas vrai. Oui, 12 ans, c'est énorme. S'il m'avait dit ça, j'aurais dit non, là, je lance la serviette. Et pendant 12 ans, vous êtes resté malade? Ouais. Ah! Mais c'était pire au début. Puis ça Oui, s'est amélioré. Effectivement, après ça, j'ai commencé à avoir de l'amélioration progressivement, puis ça, mais tout le corps a été atteint. Sauf que ça a fait exactement ce qu'il m'avait dit. C'est qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si les frontières entre les différents plans d'existence étaient amoindries. Et puis je suis revenu, mais extrêmement psychique et spirituel. mmh. En J'ai fait, plus toujours vous resté en alliez contact. mieux, plus vous alliez vers la guérison, plus le voile était fin. En fait, vous aviez vraiment contact avec, le monde Et invisible, on peut l'appeler et comme ça. là, lors de cette expérience-là, là, j'ai vu mon programme de recherche comme neuroscientifique. Je me suis rappelé de ce que je devais faire, tout ça. Puis et finalement, c'est exactement ça. J'ai suivi ça dans la vie, C'était dans le écrit. monde physique, tout simplement. C'est ça que j'ai fait, au fond. C'est la vie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas parce que j'étais un génie ou que non, j'ai suivi tout simplement le plan qui avait été conçu à l'origine. Quelle humilité quand même. Non, mais Oui. c'est vrai, mais c'est la vérité. Au fond, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent toutes sortes de choses. Mais c'était simplement ça. Ouais. Et comment donc, au fur et à mesure de la guérison, là, ça y est, vous êtes à 100 de la guérison? Ouais, sauf que là, j'étais à l'université, ça c'était à l'Université de Montréal. Et j'avais deux superviseurs
au niveau du doctorat, Mmh. mais c'était des gens, des scientifiques, des neuroscientifiques matérialistes, athées. Et il y en a un qui avait étudié avec Jean-Pierre Changeux à l'Institut Pasteur à Paris, qui était un des plus grands matérialistes sur la planète, qui a écrit L'homme neuronal. Et puis, donc, ces gens-là, quand je leur ai dit, je suis prêt à retourner à l'université au bout d'une année, ils ne me croyaient pas parce qu'ils pensaient que j'étais schizoïde. Mmh. Parce que je leur avais expliqué, ils m'avaient demandé qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je leur expliquais ça. Puis les neurologues, ils se disaient, ben non, il va devenir schizophrène. Au fond, le pauvre. Donc, ils ne voulaient pas me réintégrer dans le laboratoire. Alors, ça a pris des lettres il a fallu utiliser toutes sortes d'artifices pour qu'ils finissent que le médecin, qu'un médecin m'aide, accepte de. Mais finalement, ça a fonctionné. Mais ça a été difficile de les convaincre. Parce que, puis pour eux, de leur raconter des expériences comme ça, c'était la preuve que j'étais schizophrène. Oh, bien sûr. Oui, parce que eux, lorsqu'ils rencontrent des gens qui leur racontent des trucs comme ça, ben, ils leur donnaient des médicaments, hein, des antipsychotiques. Ah oui. Ben oui, Pour eux, c'est le non, signe de la folie, d'une illusion, c'est ça. Pour eux, ils voyaient ça comme ça. Ils étaient convaincus de ça. Là, je leur ai dit, euh, donnez-moi une chance de prouver que vous avez tort. Puis, ça a pris quelques mois avant qu'ils acceptent. Puis finalement, ils ont accepté. Ils l'ont jamais regretté, mais ils ont toujours trouvé, c'est qu'ils avaient de la difficulté à comprendre pourquoi j'avais une vision du monde complètement aux antipodes de ce que les neurosciences traditionnelles enseignaient partout, dans toutes les universités. Pourquoi ça les remettait en question. oui. Puis mais au début, j'étais simplement un étudiant, donc c'était moins grave. Sauf que lorsque je suis devenu un jeune chercheur, j'ai commencé à faire les études que j'avais perçues durant mes expériences et que ça a commencé à faire le tour du monde. Là, je suis devenu beaucoup plus confrontant pour eux parce que là, j'étais associé à une remise en question d'un dogme qui était là, qui dominait la pensée depuis des Tout à siècles. fait. Mmh mh. Et là, il ne me percevait plus. Là, il regrettait de m'avoir donné une chance, de m'avoir réintégré Ah oui. parce que. Puis là, je recevais des lettres de neuroscientifiques super connus à travers le monde qui me disaient, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire là? Pourquoi tu es en train t'essayes d'ébranler les fondations tout va bien. On a déjà tout démontré. C'est clair que tout est matériel, physique. Pourquoi tu fais des problèmes comme ça? Puis je leur disais non, non, au contraire, vous faites erreur depuis des siècles. C'est important de. Puis les expériences spirituelles, le monde. Donc, on était à couteau tiré. Puis, ce qui fait que dans le milieu académique, j'ai toujours eu des grandes difficultés. À l'Université de Montréal, je suis allé étudier aux États-Unis, puis euh, là, ils ont voulu me faire revenir à l'Université de Montréal en me demandant de leur donner l'assurance que je ferais des recherches conventionnelles. Ah oui, d'accord. Puis je m'étais formé, j'étais un spécialiste de la neurochimie, tout à fait, neuropharmacologie. Donc, ils m'ont dit, tu vas faire des projets avec Big Pharma, Pfizer Mmh. et compagnie. Ça, c'est super, ça amène beaucoup d'argent, tout ça. Et j'étais obligé de dire oui, mais en fait, non, je ne voulais pas faire ça. Je savais que c'était pas ça ma voie à moi. Et j'ai menti. J'ai agi en hypocrite d'une certaine façon. Je leur ai disais oui, mais dans les faits, je faisais des recherches sur des choses complètement, pour eux, Mmh. huluberlus, sortir des carmélites, par exemple, des contemplatives d'un couvent, pour essayer d'examiner qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles ont des expériences mystiques, des trucs comme ça. Ça les horripilait complètement. Puis Et vous savez que nous, en France, on a l'ordre des médecins
Et au Québec, vous avez eu Le des Collège des retours médecins. comme ça? Et Oui, peut-être de vous retirer le titre, de vous faire des chantages en vous disant: «Continuez, votre spécialité, sinon». oui. Oui, oui, ben, c'est ce qu'ils faisaient. À Ouais, chaque année, la direction du faculté de médecine me faisait venir à l'université puis me disait, bon, on te donne encore une chance, mais on te donnera pas t'auras pas ta permanence finalement c'est pour te ça. rendre. Tu deviendras pas un chercheur agrégé ou on va est-ce que tu réalises que ce qu'il me disait, une personne en particulier, je n'aimerais pas son nom parce qu'il est encore dans le milieu académique, est-ce que tu réalises que dans le fond, j'ai le pouvoir sur ta vie, ce qui va arriver au niveau professionnel? Le pouvoir Et sur c'est ta vie. ouais. Puis que je peux t'atomiser comme ça dès quand je veux. Puis moi, j'étais une tête dure. J'étais quelqu'un qui n'avait jamais, je m'en remettais toujours à mon intuition. Mmh. Je, et j'ai une horreur de l'autorité parce que mes parents étaient sévères. Ils m'ont envoyé dans un séminaire pendant 5 ans faire un prêtre avec moi. Je suis devenu allergique à toute forme d'autorité. Donc, lorsqu'il me disait ça, là, il disait, fais ce que tu as à faire. J'avais aucun respect pour l'autorité en plus. Je les tutoyais, je faisais exprès. J'avoue là, que j'étais un mauvais garçon, mais et là, je poussais leurs limites. Puis un bon jour, ils ont décidé de mettre à exécution le plan. Puis en 2013, ils m'ont annoncé qu'au lieu de me donner ma permanence pour jusqu'à ma pension à l'université, ma retraite, et qu'ils me foutaient dehors de l'université. Oh là là. C'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'ils m'ont dit, mais là, je leur ai dit oui, mais je vous amène plus de publicité que n'importe quel chercheur de l'université à travers le monde entier. Et ils me disaient, ce n'est pas le genre de publicité qu'on veut. Ouais. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On est à la faculté de médecine. On travaille avec des molécules. On travaille avec des vaccins. On n'est pas ici, on parle pas d'expérience spirituelle, de mort clinique, on n'est pas là-dedans. Tu, puis ça, c'est comme puis tu t'essayes de nous ramener au Moyen Âge avec, puis etc. Je me rappelle, j'étais allé donner une conférence à la Sorbonne à Paris, puis il y avait un comité pour juger de ma conférence. C'était ouvert au grand public, donc c'était en soirée. Puis c'était des vieilles barbes de l'Académie des sciences, et puis tout ça. Mmh. Puis là, ben, il m'avait donné 2 heures pour exposer mon point de vue. Puis je voyais que le président du comité, sa couleur changeait au fur et à mesure que j'exposais pourquoi la vision matérialiste du monde était fausse, puis tout ça. Puis à la fin, il n'en pouvait plus. Je pensais qu'il était pour exploser. Puis là, il me dit, c'est donc dommage qu'on ne soit pas il y a quelques siècles. Ah oui, là, je lui dis, qu'est-ce que vous auriez fait avec moi il y a quelques siècles? Ben, tu sais ce qu'on aurait fait, on t'aurait monté au bûcher. Oui. Puis Mmh. il était sérieux. Puis il était offensé, personnellement. Mais les gens dans la salle, du grand public, qui étaient ouverts, beaucoup plus ouverts, prenaient mon parti à moi. Mais des choses comme ça, ben, il m'en arrivait partout. Puis, donc, j'étais détesté par certains, mais adoré par d'autres, à travers le monde entier, parce que j'étais comme... et ça, c'était en 2013. Bon, l'Université de Montréal me dit non, là, c'est comme terminé. Puis l'Université de Montréal, au niveau de c'est une des 100 plus grandes universités sur la planète, au niveau de la recherche biomédicale, puis tout ça. Donc, ça, c'était tout un coup dur. En plus, pas de protection jusqu'à la retraite. Et donc, c'était assez terrible. Et là, j'ai compris quand il m'avait dit réalises-tu jusqu'à quel point on peut avoir un impact dans ta vie? Mmh. Mais bon. Mais j'étais bien protégé parce que quelques jours après, je reçois un message de la part d'un chercheur en psychologie aussi très, très controversé aux États-Unis qui s'appelle Gary Schwartz.
qui a travaillé avec des médiums et tout ça, puis qui était à l'Université de l'Arizona. Et Gary Schwartz me dit, parce qu'il était en contact, il travaillait avec des médiums pour démontrer que la médiumnité, c'était réel, et que ce n'est pas juste le fait de charlatans, parce que il y avait déjà eu des études comme ça au 19e siècle, de fait par des pionniers à l'Institut métapsychique, par exemple, à Paris, puis mais étant donné qu'il y avait aussi des fraudeurs et tout ça, ça avait comme discrédité le domaine. Puis les chercheurs, c'était comme. Il y avait des chercheurs célèbres. Il y a le philosophe Henry Bergson qui s'intéressait à ça. Il y a William James aux États-Unis, le père de la psychologie américaine. Non, Charles Richet, prix Nobel de physiologie médecine, etc. Mais il s'était éloigné parce qu'il ne voulait pas être en mauvaise compagnie, évidemment, pour leur réputation. Alors, un siècle après, à peu près, Gary Schwartz, c'était un chercheur en psychologie, il avait décidé de reprendre le programme euh, et il avait été dans les grandes universités de la côte est américaine, donc à Harvard, Cornell, tout ça. Donc, c'était quelqu'un qui avait suivi la voie académique prestigieuse et tout ça, mais qui avait vécu des expériences personnelles qui l'avaient comme transformé. Et il avait reçu une offre d'aller établir un laboratoire à l'Université d'Arizona, à Tucson, près de la frontière avec le Mexique. Puis c'est un endroit particulier parce que il y a encore la présence de certaines tribus amérindiennes, les Oui, oui. Navajos, les Apaches, les Zuni. Puis ça a comme une influence, même au niveau de la Terre elle-même, au niveau géobiologique. Il y a comme. Ce qui fait que cette université-là est la première à avoir créé un centre de recherche sur la conscience. Ça avait été créé à la fin des années 1995. Donc, c'était le premier centre d'études sur la conscience, c'était à l'Université de l'Arizona que ça a été fait. Alors, Gary Schwartz, pour en revenir à lui, il me dit, il me connaissait de réputation, mais il ne m'avait jamais parlé. Là, il me dit, j'ai reçu un message. Il travaillait avec des médiums. On ne se connaît pas, mais est-ce que je pourrais faire. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie personnelle? On me dit de te contacter. C'est Là, spécial. c'était quelques jours après Après, avoir envoyé on le... m'avertit que, bon, dorénavant, c'est terminé. Il me dit ça. Ah ben Oui. là, moi, je savais c'était qui. Puis, alors là, je lui explique la situation. Ben, il dit, nous, à l'Université d'Arizona, on serait très honorés d'avoir un hérétique comme toi. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Ben, j'ai dit oui. Oui, oui. Et c'est comme ça que, puis la première chose que j'ai fait là-bas, mon premier projet, au fond, c'était de réunir des hérétiques dans d'autres domaines, justement en biologie, en physique. Et ça a été on s'est réunis pendant 3 jours, puis après la réunion, on a examiné toutes les données scientifiques montrant les limites du matérialisme et tout ça. Puis la Mhm. nécessité d'aller vers une vision, on l'a appelé post-matérialiste, mais c'était juste pour marquer une transition au niveau de l'histoire Oui. historique. Post-matérialiste, ça ne veut pas dire c'est quoi. Mais en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que c'était compatible avec les insights profonds des grandes traditions spirituelles. Les gens dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme disaient ces choses-là depuis des siècles et des siècles, même des millénaires. Mais au niveau scientifique, on était en train de redécouvrir finalement tout ça. Donc, au fond, c'est ça la pensée post-matérialiste. Puis quelques mois après, ben, j'ai écrit comment on dit ça? Parce que moi, je travaille en anglais, le first draft, là, c'est le premier jet Oui. du Premier manifeste. brouillon, premier, bien Oui, sûr. Oui. oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai écrit ça. Et puis après, ça a été approuvé par plein de collègues qui avaient participé à la réunion. Puis c'était tous des visionnaires, comme Rupert Sheldrake, qui a élaboré la théorie des champs morphogénétiques pour remplacer la théorie de l'évolution en biologie. Des gens comme ça, Larry Dossey, qui est un pionnier de la médecine non locale. Oui. C'était tous des. Ils avaient Des tous pointes, accepté. comme on dit, oui.
Ouais. Et ça a été fait. Puis après, c- le fameux manifeste, ben là, on s'est fait juger évidemment par des penseurs matérialistes et on s'est fait comme. Sauf que on a été défendu par un chercheur, un professeur émérite à la NASA aux États-Unis qui dit attention, attention, vous les traitez d'uluberlus puis d'illuminés et tout ça, mais rappelez-vous que on était dans la même situation en physique il y a un siècle. Mmh. Et que finalement, on est passé d'une physique classique à une nouvelle physique qu'on a appelée physique quantique. Et il y avait eu une réunion à Solvay, en Belgique, en 1927, de tous les pionniers de la physique quantique avec Einstein. Ils sont photographiés là, au château à Solvay. Puis le monsieur, le chercheur, le professeur émérite, le mathématicien, fait l'analogie avec ça. Puis il a dit, attention, vous réservez vos jugements parce que peut-être que l'histoire, plus tard, va montrer que ces gens-là, au fond, c'était des visionnaires qui voyaient déjà une nouvelle science et tout ça. Donc, c'est ce qui est arrivé. Puis, je me suis mis à voyager partout dans le monde. Mais déjà, mes études, j'avais réalisé à l'Université de Montréal, m'ont emmené partout. Donc, le Dalai Lama, son organisation m'a fait venir. Je suis allé parler aux Nations Unies à New York. À différents endroits de par le monde. Ça a amené Une une... richesse en fait, des contacts, de plus Oui, en plus oui. clairs. Mais mes parents et moi, on n'aurait jamais pu imaginer que le petit garçon de la campagne, avec ses parents qui gardent les vaches, puis les cochons, puis finalement aboutirait comme ça. Euh, ça, on n'aurait pas pu imaginer ça. Sauf que, au fond, ce qui est arrivé, tout ça, c'est conforme aux visions que j'ai eues lorsque j'étais jeune. Et puis ça s'est plus jamais arrêté. De là, vous avez toujours continué à voyager, à rencontrer, Oui, sauf que j'ai eu d'autres êtres. difficultés parce que là, j'habite en Suisse maintenant. Oui, je sais. Mais c'est pas si j'habite en Un Suisse, hasard, n'est-ce pas? Oui. non. C'est parce que j'ai commencé à avoir des problèmes avec le Collège des médecins, etc. Parce que depuis la pandémie, moi, j'avoue que j'étais ami avec le professeur Montagnier, Luc, puis tout ça, puis moi, j'étais un complotiste, un résistant, disons, un rebelle. Mais bon, ça va dans le sens de euh, ma rébellion par rapport à toute forme d'autorité, là. Mais j'ai refusé d'être vacciné, etc. Ce qui fait que là, en 2017, à 3 ans après la publication du manifeste, mes Mmh mh. collègues et moi, on a publié, on a créé ce qu'on a appelé l'Académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes. Mmh. Mais tous ces gens-là qui étaient avec moi, comme Gaël Schwartz, tout ça, ils étaient rendus très vieux. Et donc, lorsqu'il est arrivé le moment, la crise sanitaire, euh, eux, ils se sont pas posés, même s'ils étaient chacun dans leur domaine des rebelles, des révolutionnaires et tout ça, pour la question de la santé, Ah là ils là. n'ont pas posé aucune question, puis on faisait partie d'un conseil d'administration. Et moi, j'avais été interviewé par une radio, un podcast super écouté à travers les États-Unis, Skeptico. Puis, à la fin de l'entrevue, l'animateur m'avait demandé, là, on était confinés. Puis là, il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, étant donné J'allais que pas vous poser cette question-là. j'ai dit ce que je pensais vraiment, puis j'ai parlé de la collusion, et etc., etc. Alors, mes collègues ont entendu ça, c'est revenu au bout de quelques mois. Et là, ils m'ont envoyé une lettre pour me dire, Mario, dorénavant, tu ne te comportes plus comme un scientifique, mais comme un activiste, pour ne pas dire un complotiste, conspirationniste. Et désormais, on est obligé de t'éjecter de ta propre académie que tu as contribué à créer, parce Ah que ouais. c'est ça qui est arrivé l'année Et dernière. pourtant des amitiés de longue date que vous avez forgées avec eux, tout d'un coup, Oui, oui. c'est incroyable J'en comme revenais pas. Quelqu'un comme Dean Radin, que j'aime beaucoup, qui est un pionnier de la recherche sur les phénomènes psy, puis tout ça,
même lui disait, parce que là, pendant qu'on fait, moi je faisais partie du conseil d'administration de l'académie, là, il disait, il nous disait, au fond, on faisait nos réunions en ligne. Hey, imaginez qu'il y a des gens qui Mhm. croient qu'il y a une manipulation de l'information qui est faite, que les compagnies pharmaceutiques manipulent les données, que, etc. C'est- Qu'il y a des paranoïaques qui croient comme ça que. Puis là, ben moi, j'étais tout seul au niveau du conseil. Je me disais, ah là là, mais moi, je vois les choses comme ça. Je sais qu'il y a des informations, de la manipulation. Je sais qu'il y a des plans pour éliminer une partie de la population. Oui, ça fait partie de. J'étais conscient de tout ça, puis mon intuition me le disait. Oui, oui. Puis je savais qu'il fallait pas se faire. Je pouvais pas me faire vacciner. Mhm. Votre Mon, confiance, en fait, était oui, me le tellement disait affinée. clairement. On touche pas à ça. Mais le professeur Montagnier me dit la même chose, etc. Puis je le savais, je le sentais. Mais c'est là que ça a fait que nos chemins se sont séparés. Et donc, là, ben, il n'y avait plus le côté américain, tout ça. Et il est arrivé d'autres. J'avais toujours été attiré par la Suisse à cause des montagnes, puis il y avait comme, même adolescent, jeune adulte, tout ça. Puis j'étais venu donner des conférences scientifiques, mais moi, je voulais vivre dans les Alpes. Je sentais que je devais vivre dans les Alpes, dans les montagnes, le plus haut possible. Puis, curieusement, j'ai été invité à venir parler à l'automne 2023. C'était à Lausanne. C'était sur les nouveaux modèles par rapport à la conscience, les rapports esprit-cerveau, puis les soins palliatifs et tout ça. Puis, Mhm. alors, j'étais allé là. Puis là, ben, c'était plein. Il y avait des centaines et des centaines de personnes. Puis, j'ai senti que c'était le moment de lancer quelque chose dans la foule. Puis, je leur ai dit, ben, pour moi, la Suisse, c'est comme le plus beau pays du monde. Puis, c'est ce que j'ai toujours senti. Puis, après, les gens ont entendu ça, les gens du milieu académique sont venus me voir, puis ils ont dit, jusqu'à quel point tu l'aimes, la Suisse? Puis j'ai dit, au point de faire mes valises puis de me déménager. Oh, OK. Mais on rentre pas en Suisse comme n'importe où. C'est pas si évident que ça. C'est un des pays où c'est. Oui, mais là, je savais que ça prenait comme de l'aide. Mais finalement, tout s'est organisé. Puis c'était des gens du milieu académique qui m'ont donné les coups de main, qui ont écrit des lettres, puis qui ont fait que finalement, mon rêve s'est réalisé. Et puis, je suis ici depuis la fin novembre. Mais en même temps, ça commençait à être nécessaire parce que je commençais à voir le Collège des médecins commençait à être sur mon cas au Canada parce qu'ils n'aimaient pas mon discours au niveau public sur les capacités de guérison, par exemple, d'auto-guérison, parce que depuis l'épisode de la pandémie, euh, au Canada, on a affaire à un gouvernement de plus en plus totalitaire, autoritaire. C'est vrai. En Mhm. France, c'est un peu la même Bien chose, sûr. puis dans certains pays aussi. Puis, on veut nous amener finalement, par exemple, on fait la chasse aux naturopathes. On veut empêcher tout ce qui est, on veut supprimer tout ce qui est habillement naturel, suppléments, toutes ces choses-là. Mhm. On veut finalement on veut une médecine purement biologique, pharmacologique. On voit bien qu'il y a une dictature, hein, qui s'installe de manière internationale. Et Exact. toute manipulation qu'il y a sur vous, enfin, vous avez vraiment la chance de Oui. l'écarter, après de rencontrer toujours de nouveaux soutiens, de nouvelles personnes. Oui. Et l'histoire se répète à chaque fois. Ah. C'est Mais incroyable, hein. j'ai réalisé qu'ici, en Suisse, pour différentes raisons, qu'il Mhm. y avait une beaucoup plus grande ouverture du côté du milieu académique que, par exemple, au Canada ou en France. Puis, effectivement, puis, donc, on m'a demandé de revenir donner une conférence. C'était l'année dernière, au mois d'octobre. Puis là,
Chez nous, au Canada, on nous envoie des espions nous espionner pour prendre en D'accord. note qu'est-ce qu'on dit. Comme dans des gouvernements, comme dans les dictatures, finalement, on prend en note, on monte des dossiers sur nous, tout ça, pour que, on puisse revenir contre nous par la suite. Alors que, ben, ici, ben, ils m'ont dit, c'était des médecins même, puis tout ça, mais ils m'ont dit, inquiète pas, il n'y a personne qui va t'amener en prison après ta conférence. Personne ne- Tu peux dire ce que, exprime-toi librement. Mhm. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait des, par exemple, comme moi j'habite dans le canton du Valais, il y a encore des guérisseurs comme à l'époque, et puis si les patients le demandent, les guérisseurs peuvent aller voir les patients à l'hôpital et qu'il n'y a aucun problème avec les médecins, avec les infirmières, infirmiers, etc. Donc il y a presque une collaboration et dans le milieu médical et Ouais. paramédical. Ça, c'est comme, moi je trouve ça extraordinaire, que ce Oui. soit, c'est rafraîchissant, puis on doit aller, pour moi, évidemment, c'est la direction à prendre pour le futur, mais il y a vraiment un combat entre les forces. Pour moi, c'est il y a comme une guerre spirituelle sur la Oui. planète. Moi, je le vois, ça. Je, puis je suis devenu très, très sensible à cause de mes expériences en bas âge, là, au niveau psychique, spirituel. Puis j'ai eu affaire à des entités à différents moments au cours de ma vie qui étaient mal intentionnées ou qui essayaient de... Donc, je m'y connais bien à ce niveau-là parce que j'ai eu des batailles. Puis, je vois clairement que c'est une- au fond, c'est une lutte au niveau spirituel. Mais justement, c'est ça qui vous a développé cette hypervigilance. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous êtes complètement guéri de tout ce que vous aviez. Aujourd'hui, là, ma chère, je vais avoir 63 ans cet été. J'ai plus d'énergie que je n'avais jamais eu dans toute ma C'est vingtaine. vrai. Oui, je suis comme neuf. C'est comme si je m'étais protégé, préservé pendant presque une décennie, ce qui fait que ça a comme influencé le processus de C'est vieillissement. beau de le voir comme ça. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est super. Alors, j'ai encore un bon programme Là, maintenant, ben, j'essaie de parler aux gens, comme à travers des entrevues, par exemple. Je me promène à travers le monde, j'essaie de... Puisque je travaille au niveau de... J'ai fait beaucoup d'études au niveau de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui change au niveau des bandes de fréquences, de l'activité électrique, l'activité chimique, tout ça. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de faire en sorte de faciliter le processus de connexion avec notre essence au niveau Avec spirituel. soi. C'est ça. Avec soi, oui. Le C'est grand ça. soi. Là. Ouais. Exactement. Oui. Donc, on va parler aussi de votre méthode, parce que ça, c'est très important pour nous Oui. Français et pour moi-même, bien entendu. Donc, Oui. l'holosynthèse. Euh, Oui. donc, déjà de nous expliquer en quoi ça consiste et comment, vous venez de le dire, les individus peuvent se reconnecter à leur grand soi ou leur soi Oui. divin, soi supérieur. Donc voilà, pour nous aider de manière concrète et puis peut-être aussi terminer par des exercices pratiques que vous pourriez nous donner. Voilà, donc ça, Oui. j'ai hâte de vous entendre. OK. Ben, ce qu'on a découvert dans les recherches en neurosciences, mais plus en lien avec les expériences spirituelles, les états élargis de conscience et tout Et, ça, on a découvert que, surtout avec les techniques d'imagerie cérébrale, donc moi, j'ai développé une expertise à ce niveau-là, avec la résonance magnétique. Euh, on avait des appareils de plus en plus performants qui permettaient de visualiser l'activité des différentes régions du cerveau, l'anatomie aussi. Ce qu'on s'est rendu compte, et moi j'ai réalisé certaines de ces études-là, c'est que on pouvait, de par notre activité mentale, la nature de ce qu'on entretient au niveau de la psyché, les pensées agissent comme, sont traduites sous forme électrique, sous forme chimique, Mhm. au niveau du système nerveux. Donc, le langage du mental, c'est comme ce que moi j'ai appelé dans un modèle théorique le mentalet.
ce que d'autres chercheurs aussi ont utilisé, du mentalais, le langage du mental, le cerveau est capable de le décoder et il va le traduire dans le langage de l'activité neuronale, c'est-à-dire sous forme électrique, sous forme chimique, mais on peut dire que le mentalais est traduit en neuronois, le langage des neurones. Mmh. Et dépendamment de la nature subjective de la pensée, c'est lié intimement à de l'information. Et là, au niveau scientifique, on a de plus en plus de savants, de scientifiques qui utilisent le concept d'information, même en cosmologie, en astrophysique. Euh, on voit que on parle beaucoup d'énergie, mais on est en train de réaliser que l'énergie, à tous les niveaux dans l'univers, elle est guidée par l'information. Elle a besoin. L'information, ça nous vient d'un terme latin, informare, c'est mettre en forme. Donc, c'est ce qui permet de mettre en forme l'énergie. C'est ce qui guide l'énergie. Mmh. Donc, exemple concret, euh, pendant quelques minutes, on rumine quelque chose de négatif. On repense à un traumatisme qu'on a vécu, et puis ça peut nous procurer une réaction émotionnelle aussi. Si l'imagerie, les images mentales sont assez vivides, euh, et c'est traduit automatiquement sous forme neurochimique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que là, et ça, on l'a démontré expérimentalement dans mon laboratoire, là, entre autres, puis ça a été démontré ailleurs aussi. On va diminuer la libération, la quantité de dopamine qui est sécrétée, qui est associée à l'expérience de plaisir, par exemple. On va diminuer la quantité de sérotonine qui est associée à la régulation le bien-être, la régulation de l'humeur et tout ça. On se met à sécréter plus de cortisol, qui est une hormone de stress, d'adrénaline, etc. Et ça, c'est au bout de quelques minutes seulement, lorsqu'on rumine, par exemple. Et donc, alors que si on amène dans l'espace mental des images positives, on se rappelle, par exemple, un des événements les plus heureux de notre vie, tout ça. Ça peut être la naissance d'un enfant, un mariage, toutes sortes de choses comme ça. On a l'effet opposé au niveau neurochimique. On se met c'est le contraire. Et ça nous amène dans le domaine de la neuroplasticité, ce qu'on a appelé parce que pendant longtemps, un autre dogme central des neurosciences auquel on a cru pendant plus d'un siècle, c'est que le cerveau adulte humain, c'était une machine statique, ça ne pouvait pas bouger, ça ne pouvait pas Et c'était changer. figé, ouais. Mmh. Ouais, on croyait ça. Mmh. Jusqu'à temps qu'on ait des technologies pour nous montrer qu'on avait fait fausse route. Moi, je me suis attaqué à l'autre dogme, comme quoi l'esprit crée le cerveau crée l'esprit comme le foie sécrète la bile, par exemple. Et bon, ben là, on a de plus en plus de données de recherche qui remettent en question ça aussi. Mais finalement, ça nous amène ça nous responsabilise au niveau de ce qui est entretenu sur le plan de la pensée, sur Mmh. le plan mental. Et les psychologues qui travaillent je pense que vous avez un background en psychothérapie ou il me semble que j'ai vu Oui, ça. oui, Donc, oui. vous travaillez avec ça. Et puis, vous voyez l'impact de ça. Si on amène les gens à faire du recadrage au niveau cognitif ou tout ça, ça a un impact. Ça a un certain impact. Dépendamment des individus, ça peut transformer aussi les choses, les situations. Donc, c'est tout ce qui se passe sur le plan mental est traduit en Mmh. termes informationnels dans l'organisme. Puis le cerveau et le système nerveux, ils sont connectés à tous les grands systèmes physiologiques dans l'organisme. Donc, tous les systèmes sont comme interconnectés puis forment un gigantesque réseau psychosomatique, informationnel, qui englobe, maintenant on dit 37, 38 trillions de cellules finalement. Et tous les systèmes se parlent à travers des messagers chimiques, par exemple. Donc ça, c'est un système de communication qui est plus lent, qui est plus traditionnel, mais il y a des interactions aussi qui se passent au niveau informationnel qui sont plus rapides, qui sont en lien probablement avec des processus quantiques. Mmh. Bon, ça,
on parle de biologie quantique de plus en plus, là, c'est en train de se développer. Ça, c'est au niveau psychosomatique, c'est au niveau de ce qu'on peut appeler c'est l'effet local de la conscience. Mais comme être humain, on a aussi un impact à l'extérieur des limites du corps. Délocalisé donc. Exactement. Et ça, il y a de plus en plus d'études qui nous montrent ça. On interagit avec l'environnement continuellement, avec les autres êtres humains, mais avec nos animaux domestiques, avec nos plantes, et c'est comme ça à différents degrés. Et on reçoit de l'information, on est influencé, on émet, euh, et finalement, ben, on se rend compte que le cerveau, au fond, le système nerveux, ça agit comme une interface, mais que ce n'est pas la source de l'esprit, de la conscience. Ça interagit avec. C'est comme un poste de télé, par exemple. Mhm, mhm. On, c'est pas parce qu'on rentre à l'intérieur du poste télé on trouvera pas la lectrice de nouvelles, par exemple, à l'intérieur du récepteur télé. Parce que c'est des champs électromagnétiques qui sont émis par une station à distance et tout ça. Donc, c'est un peu une analogie qu'on peut utiliser. Et ce que j'ai vu, au fond, dans mes études, mais aussi dans d'autres euh, laboratoires, on a trouvé un peu la même chose. C'est au niveau du système nerveux. Dans Mhm. l'holosynthèse, moi, ce que je parle du petit moi. Le petit moi, ben, c'est l'ego, qu'on appelle, dépendamment dans différentes traditions, on parle d'un moi biologique, un moi de surface, peu importe. Et ce réseau-là, finalement, est activé continuellement et c'est associé au bruit mental. Mhm. Et il y a des chercheurs en psychologie qui ont fait des belles études qui nous montrent que dans une journée, on peut avoir des milliers et des milliers de pensées de manière mécanisée, automatisée. On n'est pas vraiment conscient de ça la plupart du temps, sauf si on fait de l'introspection. Et ces pensées-là, c'est comme du bruit finalement. Euh, c'est associé au processus à l'ego, au Oui. petit. Et donc, ça, lorsque le réseau est très actif, toute l'information qui nous vient du monde spirituel, elle est coupée. Elle est très difficile à aller isoler, capter. Donc, pour en revenir à l'holosynthèse et tout ça, au fond, l'holosynthèse, c'est une approche psychospirituelle qui est basée sur les études que j'ai faites en laboratoire, mais sur mes propres expériences aussi, personnelles, mystiques. Puis ce que ça nous montre, c'est que ce on a découvert, au fond, c'est qu'il faut faire ralentir l'activité cérébrale. Tout à fait. Ce qu'on appelle la vacuité cérébrale, hein. Plus on la réduit C'est et ça. plus on peut capter les Et, informations. et c'est pour ça que une des expériences les plus puissantes de transformation sur le plan psychologique, spirituel, c'est l'expérience de mort clinique, parce que là, la Celle qui fréquence se rapproche cérébrale, le plus, ouais. elle tombe à zéro. Il y C'est a ça. plus. Donc, dans l'holosynthèse, moi, ce que je fais, c'est que j'amène les gens à se rapprocher de ce marqueur-là Mhm. euh, à travers des sons de différentes fréquences, mais parce qu'il y a un phénomène d'entraînement des ondes cérébrales. Ça avait été découvert intuitivement par les chamans il y a des milliers d'années, avec le tambourinage, par exemple. Et donc, on va aller comme inactiver le filtre, au fond, qui est associé au réseau dont je parlais. On réduit le bruit au niveau mental, physiologique, et là, on est plus en mesure, à ce moment-là, de connecter consciemment avec le monde spirituel, parce qu'on est toujours connecté, mais c'est juste qu'on n'est pas nécessairement conscient de ça. Donc, le synthèse, c'est ça, c'est que on amène les gens dans des états élargis de conscience, puis on les guide avec il y a des petits scripts qu'on utilise, mais qui sont pas, on les guide, mais c'est une guidance un peu minimaliste, là. C'est pas comme dans certaines écoles d'hypnose, euh, parce que on sait que lorsqu'on envoie un signal, donc dans l'holosynthèse, on parle d'un petit moi, on parle d'un grand moi.
C'est simpliste, mais ça, c'est pour aider. Donc, le grand moi, c'est appelé le soi, par exemple, par Carl Mhm. Jung, etc. Il y en a qui parlent d'un moi supérieur. Aux États-Unis, on parle d'un higher self. Donc, c'est ça. Le grand moi, c'est qu'on veut le contacter, qu'on se connecte avec. Donc, il va prendre en charge. On n'a pas besoin d'une grande guidance pour être capable de se connecter. Et lorsque le sentiment d'identité change, qu'on n'est plus identifié à l'ego, et l'ego, c'est associé à des fréquences plus rapides en termes d'ondes cérébrales, puis à certains messagers chimiques. Lorsque tout ça est modulé à la baisse, il y a un élargissement du champ de conscience. Et là, on va retrouver finalement ce qu'on est véritablement à un niveau spirituel. Parce qu'en bout de ligne, euh, on est l'un ou le tout dont je parlais lors de mon expérience à l'âge de 8 ans. Oui. On est ça. Et on peut retourner à ça dans ces états-là. Et lorsqu'on élargit le champ de la conscience, puis qu'on change la notion d'identité, on est beaucoup plus en mesure d'aller identifier, de travailler avec des traumas, parce qu'on ne réagit plus. Parce que qui souffre au fond? C'est l'ego, là, c'est le petit moi. D'accord. Ce n'est pas l'essence au niveau spirituel. Dans les traumas, par exemple, associés à les guerres ou les agressions de toutes sortes. Euh, donc, en testant, parce que moi, je me suis mis à tester des gens comme ça, puis j'ai commencé à travailler avec des petits groupes suite à mes études, mes recherches au niveau des expériences spirituelles. Et là, j'ai vu que, au fond, on pouvait amener euh, monsieur, madame, tout le monde, qui n'étaient pas des experts de la contemplation, de la méditation, dans des états ou des cartographies cérébrales semblables à ce que j'avais vu chez des moines bouddhistes, par exemple, qui méditaient depuis 30, 40 ans. Qu'on pouvait faire ça assez rapidement, mécaniquement, parce que le cerveau, euh, il y a le phénomène d'entraînement des ondes cérébrales. Le cerveau se met à vibrer à l'unisson, en résonance avec les fréquences qu'on va retrouver dans l'environnement. Et Mais quand vous faites descendre le niveau de fréquence cérébrale d'une personne, est-ce qu'il n'y a pas une transmutation accélérée des traumas? Est-ce que il ne faut pas trop presser ça? Comment ça se passe chez une personne ben, dans une séance classique? Et combien de temps ça dure? on peut le faire sur une base individuelle, ça j'en ai fait un peu. Mais bon, moi j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié les neurosciences, mais je suis pas j'ai pas fait les stages cliniques, je ne suis pas un expert clinicien. Donc, j'ai pas trop poussé à ce niveau-là. Euh, mais ce que j'ai observé quand je travaillais avec des petits groupes, de 8, 10 personnes, par exemple, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des traumas qui vont se régler, Mhm. qui durent, par exemple, depuis des décennies. Il y a des traumas qui vont se régler. Mais c'est comme si finalement, ce n'est pas nous, au niveau du petit moi, là, de l'ego, qui décidons de combien ça va prendre de temps pour... c'est quelque chose qui est comme déterminé à un autre niveau, sur lequel on n'a pas de contrôle. Mais j'ai vu plusieurs guérisons, entre guillemets, miraculeuses. Même au niveau de ce que j'ai vu, par exemple, j'ai vu, ça c'est un cas super intéressant une dame qui avait été agressée lorsqu'elle était étudiante à l'université à Montréal. Elle était avec ses copains, puis tout le monde avait trop bu, puis finalement, ses amis, c'était censé être ses amis de gars, qui l'ont abusée physiquement. Et dans un état comme celui-là, d'élargie de conscience, finalement, elle a réalisé, cette dame-là, qu'elle s'était mise euh, à les juger, à les détester, et que ça avait eu un impact au niveau du corps et tout ça, sur le plan informationnel. Je parlais de l'information qui va imprégner les organes et tout ça. Puis elle a développé au bout de quelques décennies un cancer au niveau du foie, puis aussi une partie de l'estomac. Et lorsque je l'ai vue, on me l'a envoyée, elle était rendue dans le stade 4, le stade terminal.
Les médecins l'avaient retournée chez elle pour mourir. Elle ne voulait pas mourir à l'hôpital. Alors, il y a une journaliste qui m'avait interviewé à Montréal, à la radio, qui était amie avec cette dame-là, puis elle m'a dit, est-ce que tu accepterais de la voir, cette femme-là? Même si, en fait, je n'étais pas supposé par rapport au collège des médecins, tout ça, je n'étais pas... mais par compassion, ben là, je me suis dit, on ne sait jamais tout à coup que... Donc oui, je l'ai reçue chez moi, puis je lui ai fait faire une séance. Puis là, elle a réalisé que elle leur avait comme ces hommes-là, elle leur avait jeté comme un sort, puis que dans sa tête, au moment où ça s'était passé, l'expérience, elle s'était dit qu'elle jamais ne pourrait pardonner à, Mmh. à ses amis pour ce qu'ils lui avaient fait subir. Puis elle s'est mise à haïr, à détester son corps, elle se sentait souillée, tout ça. Elle a tout perçu ça pendant l'état d'élargissement du champ de conscience. Donc, moi, j'ai tout simplement demandé, OK, vous avez... et ça, elle n'avait pas conscientisé toutes ces choses-là, clairement, à l'état de veille, la Mmh. conscience habituelle. Donc, c'était comme un progrès. Alors, moi, je lui ai tout simplement demandé, est-ce que vous pourriez-vous, maintenant qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, tout ça, est-ce que vous pourriez pardonner à vos agresseurs aujourd'hui, 20 quelques années après? Elle m'a dit, je ne sais pas. Mais elle est retournée chez elle, puis là, j'ai appris par son ami journaliste qu'elle était retournée à l'hôpital faire un scan du foie, puis tout ça. Parce qu'elle se sentait, elle a commencé à se sentir mieux. Puis elle a demandé au médecin, est-ce que je pourrais faire un autre scan? Parce que on dirait qu'il se passe quelque chose. Et quand elle a fait le scan, les tumeurs avaient déjà régressé de 50% en quelques semaines. C'est Donc là, le médecin, son oncologue, il a dit, mais c'est curieux ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, elle ne savait pas exactement si c'était... Elle ne pouvait pas nécessairement faire de lien avec ce qu'elle avait fait avec moi, puis tout ça, mais elle a dit, je sais pas. Puis finalement, au bout de quelques mois, toutes les tumeurs étaient disparues. pas vrai. Ouais. Bon, ça, c'est un beau cas, évidemment. Oui, oui. Ça se produit pas toujours comme ça. Mais ce que j'ai compris finalement, et là, je me suis promené, je suis allé en France, j'ai fait des petits groupes en Belgique, au Québec, à plusieurs endroits. Donc, j'ai vu à date, je dirais, quelques milliers de personnes. Puis j'ai essayé de suivre certaines personnes qui ont rapporté des cas comme ça. Puis ce que j'ai vu, c'est que il est- finalement, c'est pas décidé par l'individu au niveau de l'ego, comme je disais, mais ça semble. Mais il semble que lorsqu'il y a des réalisations qui sont faites dans des états élargis de conscience comme ça, ça peut mener à des processus de guérison. Au niveau physique, au niveau psychologique, j'ai vu la même chose avec des dépressions qui traînaient depuis des décennies, par exemple. Euh, Mais on ne peut pas prédire d'avance qui va vivre ces choses-là, évidemment. C'est difficile. On n'a pas on ne semble pas avoir un contrôle à ce niveau-là. Mais disons que ça nous... de faire les exercices là, qui se trouvent dans cette approche-là semble prédisposer à expérimenter euh, possiblement des guérisons. Mais guérir, c'est un concept parce que moi, je vois des gens qui décèdent, par Oui, exemple, de cancer. Pour moi, elles décèdent guéries. Elles ont vécu quelque chose des guérisons sur le plan spirituel. De décéder physiquement, je ne veux pas dire que c'est une défaite nécessairement. tout à fait. Les gens disent il a perdu son combat contre le cancer. Pas nécessairement. Moi, c'est pas, j'ai une autre conception mais quand les symptômes disparaissent, par exemple, ben là, c'est extraordinaire. J'ai vu la même chose pour des scléroses en plaques, des choses comme ça. Mais évidemment, je n'ai pas le droit d'aller sur la place publique puis de faire des promesses, on ne peut pas faire ça. Ça ne serait pas responsable de faire ça.
Il y a un contrat dans la maladie aussi. Des fois, la personne, elle doit vivre sa maladie. Exact. Et des fois, elle a le pouvoir de changer le cours de sa vie, et de voir aussi une autre information, de la vivre différemment et de vivre sa guérison. Mais en soi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est très relatif. Exactement. Oui. Oui, mais ça, je l'ai découvert aussi. Donc, j'en suis rendu là, mais là, je me suis dit, j'ai vu suffisamment d'effets positifs pour que je veuille maintenant. Moi, je ne peux pas aller partout. Puis, donc là, je suis rendu à un point où je veux enseigner la méthode. C'est simple, au fond, là, à des gens qui sont prêts à ça. Puis, donc, j'ai comme créé un. Je suis en train de terminer le processus de formation pour. Vous m'en parlerez davantage alors. Oui, oui. Oui, avec plaisir. Et je C'est commence. donc ça sera disponible, j'imagine, et en français et en anglais pour former encore une fois à Oui, l'échelle internationale. Oui, oui, sûr. oui. Mais et je vois que les gens qui ont participé à mes ateliers, la plupart du temps, c'est des gens qui sont en relation d'aide, mais c'est beaucoup souvent des psychologues, psychothérapeutes, mais avec une vision holistique. Mhm. Pas, pas avec vision traditionnelle, par exemple, ou qui ont une ouverture. Euh, alors, je suis rendu là avec ça. Oui, parce qu'il faut avoir le courage d'offrir une fenêtre aussi au cours de ces séances, de proposer ça, d'être derrière. Donc évidemment que vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent quand même. Oui, j'imagine, oui. Mais je l'ai vu ça beaucoup au Québec, mais en France aussi, je suis allé l'année dernière, euh, au Québec, mais là, c'est parce que l'Ordre des psychologues fait la même chose que le Collège des médecins. On est comme dans une période de régression. Ils font la chasse aux sorcières. Donc là, c'est un peu compliqué pour les psychologues euh, ils sont un peu pris parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher trop. C'est mon parcours. Oui, c'est vrai. C'est mon parcours. C'est mon parcours. Quand on a de l'intuition, quand on touche à l'ésotérisme, Ouais. sans toucher à la sorcellerie, mais qu'on est aussi, on a beaucoup d'analytique. Après, je dis, c'est l'art et la manière de vivre. Voilà. Et puis ceux qui savent viendront vers nous au bon moment. Donc voilà. Mais après, c'est intéressant comme incarnation parce qu'on ne peut pas tout dévoiler, mais il faut, voilà, affiner aussi son personnage et Oui. c'est bien. Ça mène du challenge. Oui, effectivement. Faut le voir de manière positive et puis avec de l'humour, c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est une vraie guerre. Une guerre d'information, de contrôle. Oui. Tout est contrôlé, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Donc, Ben ouais. oui, puis avec maintenant l'intelligence artificielle, puis Ouais, de plus en plus, parce que les outils se perfectionnent, deviennent de plus en plus puissants, donc on peut. Moi, je suis pas contre l'intelligence artificielle en soi, parce que ça peut être utile. Il y a des belles applications, mais on peut utiliser ça aussi pour des fins plus néfastes, là, évidemment. C'est comme toute forme de technologie, là. Ouais. tout à fait. Est-ce que vous avez des tout petits exercices comme ça qu'on pourrait visualiser, que les gens pourraient commencer à pratiquer chez eux, ou parce que vous parliez que ça se passe beaucoup aussi par Visualiser. musicalité, par fréquence spécifique, mais est-ce Oui. qu'il y a des petites choses que vous pourriez nous Ben, conseiller? sur mon site web, drmariobrogard.com, D'accord. il y a certaines des trames sonores qui sont utilisées lors des ateliers. Elles sont disponibles là, pour les gens. Euh, donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, pourrait déjà avoir une bonne idée de. Il y en a qui viennent avec une guidance. Donc, ça donne une idée de certains des exercices Mhm. que. Mhm. Mais là, pour le moment, ben, on pourrait pas. Il aurait fallu utiliser une trame sonore pour modifier l'activité cérébrale des gens qui écoutent et tout ça. Et donc, c'est un laps de temps de combien? Vraiment pour que la personne commence à modifier sa conscience. C'est très, très rapide. 5 minutes, 6 minutes. 5 minutes, Ah ça oui, va vite. oui. Oui, c'est très, très rapide. Euh,
Donc Puis vous passez quoi de d'alpha rapidement de en... bêta autour de généralement, parce que dans l'état de veille normal, ça tourne autour de, si quand on fait des mesures avec l'électroencéphalographie, ben, c'est 23-24 Hertz, là, cycles par seconde à peu près. Donc c'est du bêta moyen. Et là, ben, on amène les gens progressivement, on fait descendre les fréquences, mais très lentement, progressivement. Puis on les amène à différents niveaux, différentes fréquences, dépendamment de qu'est-ce qu'on essaie de cibler, parce que maintenant, on a suffisamment d'informations en neurosciences. On sait, par exemple, quelles sont les ondes cérébrales, les fréquences qui sont associées à un fonctionnement cognitif optimal, mais en termes de, par exemple, d'attention soutenue, concentration. On, même, on a des études maintenant sur l'intuition et la créativité en psychologie. Puis on sait à peu près les bandes de fréquences qui sont optimales pour recevoir de l'information sur un mode intuitif. Ou on connaît maintenant les signatures neuroélectriques associées aux expériences spirituelles, etc. Donc, on a quand même pas mal d'informations qui... Alors, on est capable de cibler différents types d'expériences avec les connaissances qu'on a maintenant. C'est des neurosciences appliquées, finalement, tout ça. Mhm. Et donc, on amène dans cet exercice la personne à un état à combien vous aviez dit en Hertz? Ça dépend. Si c'est, par exemple, on veut amener l'individu à connecter avec, ça c'est un exemple d'exercice, un des plus intéressants, c'est la connexion avec le grand moi, ce qu'on appelle le grand moi, par exemple, qu'on peut appeler le soi. Alors, on demande aux participants de s'imaginer dans un endroit qu'ils aiment beaucoup. Ça peut être chez eux à la maison, et ça peut être sur le bord de l'océan, ça peut être en montagne, peu importe. Et on va leur demander de visualiser le grand moi qui va venir les rencontrer. Et là, les bandes de fréquences on va les amener jusqu'à la frontière. Là, je vous révèle tous mes secrets, là. mais, mais bon, Je c'est pour suis une très bonne contente. cause. J'amène les gens à la frontière Theta, Delta. Donc, ça veut dire à peu près 4 cycles secondes. Et pour pas qu'ils s'endorment dans cet état-là, parce que Et les oui, gens vont avoir tendance à... Puis ils ont de la misère plus à retenir l'information. Là, ben là, je vous révèle toutes mes recettes, mais j'utilise des pulsations qui correspondent aux fréquences gamma. Et les ondes gamma, c'est associé à la mémorisation, la performance au niveau de la mémoire. C'est associé à de l'attention soutenue, c'est associé aussi à des états méditatifs. Donc, ces pulsations-là permettent aux gens de ne pas s'endormir et de pouvoir mémoriser l'information de ce qui va être vécu pour pouvoir le ramener à l'état d'éveil. et oui, parce que c'est ça qui est très difficile dans les méditations Oui, conscientes, oui, c'est c'est ça. de ne pas s'endormir. Mhm. Après, le corps peut être extrêmement figé aussi hein, quand on descend C'est ça. l'activité neuroélectrique. On Oui, touche presque à la mort imminente. On a l'impression qu'on va y passer. Hein. C'est très oui, étonnant. oui, Donc, c'est intéressant. Donc là, vraiment, vous arrivez à quoi? 4 Hertz minimum, oui. pas en dessous. Oh, ben, pratiquement pas parce que là, ça devient difficile Ouais, pour les gens. Donc, c'est à peu près ouais, 3,5 à peu près. Là, à date, c'est. Ouais. c'est Mais- ça. et là, il y a des gens qui vont vivre, par exemple, des expériences, ils ont l'impression de se décorporer. Donc, Et oui. ils ont l'impression de sortir du corps physique. Ça, c'est assez fréquent. Il y a des gens qui vont me dire, ben là, j'ai vu des parents ou des amis décédés. Oui, ça, c'est fréquent aussi. Mais donc, on a des exercices qui visent à aller chercher, par exemple, les grandes lignes du plan de vie dont Hmm, je parlais au tout début de tout à l'entrevue. fait. Et c'est plus facile dans ces états-là d'être capable d'aller chercher de l'information par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de contacts avec certaines vies, ce qui apparaît comme des vies antérieures.
C'est-à-dire de récupérer le plus d'informations plus purifiées, Oui, changer son comportement, oui, son ancienne information, donc la transmuter, et donc exact. on peut avoir une vie beaucoup plus paisible, être dans le bien-être, et donc ça Oui, make sense, hein, comme on dit, oui, évidemment. oui. Donc, je travaille là-dessus, là, essayer de développer ça comme il faut, de le transmettre, d'aller dans différents pays, et puis, ouais. Bah, c'est ce que je vous souhaite, et j'ai hâte que vous veniez ici à Paris Ben, à aussi. Paris, Tellement de oui, personnes qui je souhaiteraient. dois aller à Paris le 22 novembre. Il y a une journée sur le deuil. Alors, ça, je sais que je dois y aller, mais il y a des invitations aussi là, pour y aller plus tôt. Puis, en tout cas, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Maintenant, Et je de suis ce- en et Suisse, ben, c'est plus facile parce qu'on est c'est central, c'est donc vrai. c'est facile d'aller en Belgique, en France, en Suisse ou ailleurs, là. Mm. L'Europe, bien sûr. Mais de toute manière, ce que je vois, c'est que vous êtes toujours bien guidé et les gens après viennent à vous Oui, oui, facilement aussi. oui. Oh, Vous êtes oui. très disponible. Oh, oui, oui. Ben, c'est pour une bonne cause, hein. Moi, pour moi, ça a toujours été important d'écrire des ouvrages de vulgarisation, de faire part des découvertes, de ce qu'on a trouvé, pas juste moi, mais mes collègues et tout ça, parce que ça a des applications concrètes dans la vie de tous les jours. Ça peut transformer les vies. Donc, c'est majeur, ça. Alors, parce que je connais beaucoup de scientifiques qui préfèrent demeurer dans leur tour d'ivoire, puis qui ne voient pas nécessairement l'intérêt de transmettre l'information, mais pour moi, ça a toujours été. Je savais que ça faisait partie de mon plan de vie à moi, Mais justement. vous avez une mission qui touche l'humain, mais beaucoup plus, en fait. C'est vraiment des grandes révélations, alors que d'autres médecins sont plus dans des missions personnelles où Oui, l'ego est là, ils sont dans la mise en sécurité. Donc, il faut avoir de l'argent pour, voilà, pour sécuriser la famille, alors que vous êtes dans oui, le don, dans un amour universel. Ça va au-delà de votre vie personnelle. Quitte oui, à oui. devoir déménager, émigrer ailleurs, quitte à Ah devoir oui, être trahi, abandonné, vous continuez. Donc, qu'importe. C'est c'est plus ça. grand que vous, hein. C'est vraiment, C'est ouais. exactement ça. Oui. Et ça va être comme ça jusqu'au dernier souffle. Mm. Ouais. Je suis très, très, très heureuse de vous avoir reçu, Mario, et j'ai hâte de collaborer avec vous Ouais, ben, sur cette synthèse oui, ben, on peut rester en contact, puis je ferai part de tous les développements, puis ça bouge beaucoup, là. Ouais. avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci pour votre temps. Et puis, je mettrai toutes vos informations pour que les gens aillent sur votre site, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous.